j'espère que vous allez bien, que vous êtes détendu et surtout que vous êtes prêts à entamer la première vidéo d'analyse combinatoire de la chaîne. Et pour le premier épisode, nous allons parler des permutations. Je vous conseille de bien regarder la vidéo dans son intégralité car nous allons nuancer à la fin certains résultats que l'on aura vus au cours de la vidéo. Cela étant dit, commençons par poser quelques définitions. L'analyse combinatoire d'abord, c'est un domaine des mathématiques qui s'intéresse à compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini E. Dit autrement, vous effectuez une certaine expérience et vous voulez savoir combien il y a de résultats possibles. Ensuite, les permutations, c'est un mot que l'on utilise dans la vie de tous les jours et que l'on pourrait traduire par intervertir différents éléments entre eux. Par exemple, si je considère un ensemble de 3 éléments, A, B et C, une permutation possible serait d'intervertir le A et le B entre eux et de laisser C à sa place. Alors pour bien comprendre le principe de la permutation, on peut s'inspirer de la célèbre phrase de Lavoisier qui disait en parlant des réactions chimiques « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». En effet, regardez, dans ma situation initiale, j'avais un A, un B et un C. Et dans ma situation finale, j'ai toujours un A, un B et un C. Je n'ai inséré aucun nouvel élément et je n'ai rien retiré. J'ai simplement transformé l'ordre des 3 lettres. C'est cela la permutation. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans notre problématique avec un exemple. Vous avez acheté les 3 livres de la trilogie du Seigneur des Anneaux et vous voulez les disposer fièrement sur votre étagère de bibliothèque. Bien entendu, un ordre classique de rangement serait de mettre le premier tome en premier, le deuxième en deuxième et le troisième tome en troisième. Mais vous avez envie de sortir de ces conventions sociales et de faire un rangement qui vous sera propre. Vous venez ainsi à vous poser la question suivante. Combien y a-t-il de rangements possibles entre ces 3 livres ? Ou, dit dans un langage un peu plus mathématique, combien y a-t-il de permutations possibles entre ces 3 éléments ? Bien sûr, dans notre cas, on pourrait faire tous les cas à la main, mais imaginez que vous ayez 15 livres au lieu de 3. Ça deviendrait très vite laborieux. C'est pour cela que nous avons besoin d'un outil mathématique. Et cet outil, le voici, le principe du produit, que l'on appelle aussi le principe multiplicatif ou encore le théorème fondamental du dénombrement. Voilà ce qu'il nous dit. Si votre expérience E peut être vue comme la succession de M sous-expériences, où M est un entier, bien entendu, et que chacune de ces M sous-expériences a un certain nombre de résultats possibles, on va dire que pour n'importe quelle sous-expérience I, où I est un entier entre 1 et M, on notera N indice I, le nombre de résultats possibles de l'expérience I. Alors dans ce cas, le nombre de résultats possibles de votre expérience globale E, c'est en fait tout simplement le produit du nombre de résultats possibles de chacune de vos sous-expériences. Autrement dit, N indice 1 fois N indice 2, etc. jusqu'à N indice M. Alors revenons à notre situation et regardons comment on peut appliquer ce principe. Notre expérience à nous, c'est de ranger 3 livres, et on s'intéresse bien à tous les rangements possibles à partir de ces 3 livres. Je vous propose donc de définir les sous-expériences suivantes. La première sous-expérience, ce pourrait être de ranger un premier livre, la deuxième de ranger un deuxième livre, et la troisième sous-expérience, ce serait de ranger le troisième et donc le dernier livre. Donc maintenant qu'on a découpé notre expérience en 3 sous-expériences, on va s'intéresser aux résultats possibles de chacune. Pour la première sous-expérience, au moment de ranger mon premier livre, combien est-ce que j'ai de choix possibles ? Je dois choisir l'un des 3 livres, donc j'ai 3 choix possibles. Ensuite, pour la deuxième sous-expérience, j'ai déjà rangé un livre, donc je n'ai plus le choix qu'entre les 2 livres restants. Il me reste 2 choix possibles. Enfin, la dernière sous-expérience, à ce moment-là, j'ai déjà placé 2 des 3 livres sur l'étagère. Par conséquent, je n'ai plus qu'un seul choix, ranger le dernier livre qu'il me reste. Et ainsi, d'après le principe du produit, pour avoir le nombre de rangements possibles, on multiplie tout simplement les résultats possibles de chaque sous-expérience, à savoir 3 x 2 x 1. Et vous savez depuis la vidéo sur les factoriels que cette expression peut être notée 3 factoriels, ce qui nous fait bien entendu 6. Il y a donc 6 rangements possibles à partir de ces 3 livres. Et donc si nous avions acheté 7 livres au lieu de 3, d'après le même principe, nous aurions eu 7 factoriels rangements possibles. En effet, pour le premier rangement sur l'étagère, j'avais 7 choix possibles, pour le deuxième, 6 choix possibles, etc. etc. Et donc 7 factoriels, vous voyez que ça fait 5040 possibilités. Ça grimpe très vite. Et par exemple, en ce qui me concerne, dans ma bibliothèque, je dois avoir une centaine de livres, ce qui fait que j'avais en tout 100 factoriels rangements possibles. 100 factoriels, c'est 10 puissance 157. Un 1 suivi de 157 zéros derrière. C'est un nombre absolument colossal. Et donc il est intéressant de voir que l'on ne vit en réalité que dans une configuration possible parmi une infinité.
Alors avant de voir d'autres exemples, j'aimerais que l'on comprenne le principe multiplicatif. Comment est-ce que l'on en vient à multiplier des nombres de résultats possibles entre eux? Une façon simple de voir les choses, me semble-t-il, est d'utiliser les arbres de possibilités. En reprenant notre exemple, considérons le moment 0. À cet instant, vous n'avez encore rien fait. 3 possibilités s'offrent à vous au moment de poser le premier livre sur l'étagère, c'est notre première sous-expérience. Donc là, vous voyez que nous avons ouvert 3 chemins possibles. Ensuite vient la deuxième sous-expérience. Vous devez choisir entre les 2 livres restants. On remarque ici que pour chacun des 3 chemins initiaux, on vient d'ouvrir 2 nouveaux chemins. Donc à ce stade, on a bien 2 plus 2 plus 2 chemins possibles, autrement dit 3 fois 2. Enfin, la troisième et dernière sous-expérience, placer le troisième livre. Vu que les 2 autres livres ont déjà été rangés, il ne nous reste plus qu'une possibilité. Donc là, on ouvre un seul chemin pour chacun des 6 chemins précédents. J'ai donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 possibilités, soit 6 fois 1. Ou encore, pour reprendre le résultat précédent, 3 fois 2 fois 1. Donc vous voyez, en fait, la multiplication, elle vient du fait que pour chacun des chemins qui existaient à l'étape d'avant, eh bien on ouvre encore un certain nombre de nouveaux chemins. Donc bien entendu, cela ne fait pas office de preuve, mais ça permet d'avoir l'intuition du principe multiplicatif. Alors continuons nos exemples de permutation, cette fois avec des lettres. On nous donne 4 lettres, un B, un S, un U et un H. Et on va s'intéresser à tous les mots de 4 lettres que l'on peut former avec. Bien entendu, les mots peuvent ne pas avoir de sens. À titre d'exemple, une configuration possible serait de mettre un B en premier, un U en deuxième, un S en troisième et un H en quatrième, qui nous donne le mot bouche. Alors très bien, mais combien a-t-on de permutations au total? Alors ici, notre expérience, c'est constituer un mot de 4 lettres. Donc on va la diviser en 4 sous-expériences. Par exemple, la première sous-expérience pourrait être placer la première lettre du mot. Donc là, à ce stade, nous avons 4 lettres et il faut qu'on en choisisse une parmi les 4 pour la première lettre du mot. Donc ici, nous avons 4 choix possibles. On prendra soit un B, soit un S, soit un U, soit un H. Et vous voyez que le raisonnement se répète. Pour la deuxième lettre, puisqu'on a déjà pris une des 4 lettres, il ne nous reste plus que 3 choix possibles. Et le principe est le même pour la troisième lettre et la quatrième lettre du mot. Et donc d'après le principe multiplicatif, le nombre de permutations sur un ensemble à 4 éléments, ici 4 lettres, ça sera 4 factoriel. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous donne 24 mots possibles à partir de ces 4 lettres. Voilà, donc cet exemple nous sert à voir que le raisonnement que l'on a eu avec les livres tout à l'heure s'applique tout autant avec les lettres ici. Il ne faut donc pas s'arrêter à la nature des objets que l'on vous donne, que ce soit des livres, des lettres ou d'autres choses. Le principe multiplicatif s'applique à tous de la même façon. Alors tout n'est cependant pas si merveilleux, et il faut faire attention à un cas où le principe du produit ne fonctionne plus. Voyons cela tout de suite. Pour ce faire, imaginez-vous, Europe, 14e siècle, le continent est durement touché par un étrange virus venu d'Asie. Les morts se comptent en millions. Les seuls personnages de vous soigner sont ces médecins portant d'étranges masques d'oiseaux. Pour la petite histoire, ce masque leur permettait d'insérer au niveau du bec toutes sortes d'herbes aromatiques et ainsi de leur éviter de respirer l'air putride des malades. Et ce médecin va bien en avoir besoin de ces herbes, car il se rend dans un lieu où il doit examiner 2 Français, 4 Italiens et 5 Américains. Oui, des Américains. Il y a donc 11 personnes à examiner. Précisons que ces 11 personnes sont bel et bien distinctes. Autrement dit, on peut différencier chacun des Américains, chacun des Italiens et chacun des Français. Le docteur va procéder à des examinations individuelles, donc pas de consultation de groupe, et condition très importante, pour des raisons pratiques, le médecin souhaite examiner à la suite les malades d'une même origine. Par exemple, si le premier patient est américain, le docteur va vouloir examiner par la suite tous les autres Américains. Et s'il vient ensuite un Italien, le docteur s'occupera de tous les Italiens. Et donc là, dans notre exemple, logiquement, il finira par les 2 Français. Précisons néanmoins que le docteur n'impose aucune condition sur l'ordre de passage des origines. Donc voilà pour les règles du jeu, et à partir de cette situation, on va se demander combien y a-t-il de séries de consultations possibles. Alors ici, on serait tenté de réappliquer le principe du produit, et il va être intéressant de voir pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Regardons cela tout de suite. Pour la première place, on a effectivement 11 choix possibles. On peut prendre n'importe quelle origine, et au sein de cette origine, n'importe quel individu. Néanmoins, dire que nous avons pour la deuxième place 10 choix serait une erreur. En effet, si j'ai pris un Italien en premier, je devrais prendre un Italien en deuxième, et donc je n'aurai que 3 choix possibles.
ici 3 correspond au nombre d'Italiens restants. Si c'est un Américain que j'ai pris en premier, je n'aurai plus que 4 choix possibles, etc. Donc vous voyez que, dans notre cas, le nombre de résultats possibles de la deuxième sous-expérience varie selon le choix que l'on a fait à la première sous-expérience. Et dans ce cas de figure, le principe du produit ne fonctionne plus. Remarquez que dans nos précédents exemples, peu importe le choix que l'on faisait à la IM-1 sous-expérience, j'avais toujours le même nombre de résultats possibles à la IM sous-expérience. Donc on n'avait pas ce souci. Mais avec la condition qu'a posée le médecin ici, malheureusement, on rencontre un obstacle. Mais vous allez voir tout de même que le principe du produit est utilisable. Il faudra pour ce faire utiliser des chemins de traverse. Pour répondre à notre question donc, on va considérer une première étape, à savoir l'ordre de passage des origines. Le docteur n'a émis aucune restriction sur ce point, donc toutes les combinaisons sont possibles. Ici, on doit donc dénombrer toutes les successions possibles des 3 origines. Cela revient exactement à notre problème du rangement des 3 livres. Le principe du produit s'applique et on sait qu'il y a 3 factoriels possibilités. J'ai donc 6 ordres de passage possibles entre les 3 origines devant le médecin. Comme vous le voyez ici, nous avons une vision macro. On ne s'intéresse pas encore aux individus. On fonctionne par bloc d'origine. À présent, considérons une de ces 3 factoriels possibilités. Par exemple, celle-ci. Les Italiens passent en premier, suivis des Américains, puis au final, les Français. La seconde étape va s'intéresser ici à tous les ordres de passage des individus pour chaque nationalité. Par exemple, vous voyez qu'ici mes 4 places pour l'Italie sont réservées. Ce sont les 4 premières. Eh bien, combien est-ce que nous avons d'ordres de passage possibles entre ces 4 Italiens? D'après le principe du produit, c'est 4 factoriels. En effet, pour la première place, j'aurai le choix entre 4 Italiens, pour la deuxième place, 3 Italiens, etc. Donc 4 x 3 x 2 x 1. Pour les Américains, c'est la même idée. Leurs 5 places sont ici réservées, je dois donc trouver tous les ordres de passage possibles entre ces 5 individus. Principe du produit, également 5 factoriels. Et enfin, même raisonnement pour les Français, 2 factoriels possibilités. Et donc finalement, nous avons découpé le placement de nos 11 individus ici en 3 sous-étapes. Placement des Italiens d'abord, placement des Américains ensuite, et in fine, placement des Français. Donc d'après le principe du produit, le placement de nos 11 individus peut se faire selon 4 factoriels x 5 factoriels x 2 factoriels possibilités, soit 5760 combinaisons possibles. Néanmoins, on a fait l'exercice ici que pour une configuration particulière, à savoir les Italiens en premier, les Américains en deuxième et les Français en troisième. Or, combien est-ce qu'on a de configurations possibles au total? Eh bien, on l'a vu dans la première étape, il y en a 3 factoriels. Donc en fait, on a 5760 possibilités pour chacune des 3 factoriels configurations. Ainsi, pour répondre à la question que l'on se posait à la base, il faut multiplier le résultat trouvé à l'étape 2 par le résultat trouvé à l'étape 1, d'après le principe du produit toujours. Au final, nous avons donc 3 factoriels x 4 factoriels x 5 factoriels x 2 factoriels, série de consultations possibles, soit un total de 34 560. Donc vous voyez que bien qu'on ne pouvait pas appliquer le principe du produit directement comme on l'a fait dans les exemples précédents, nous avons tout de même pu l'utiliser en distinguant 2 grandes étapes, et la deuxième étape, on l'a ensuite scindée encore en sous-étapes. Voilà, donc avant de se quitter, une petite synthèse s'impose. Notre objectif initial était de pouvoir calculer le nombre de permutations existantes pour n objets. Nous sommes dans le cas d'une permutation, donc tout ce que l'on a au début doit se retrouver à la fin. Par exemple, on m'a donné 4 lettres et je devais faire des mots de 4 lettres. J'ai acheté 3 livres et je devais ranger 3 livres sur l'étagère. Eh bien, d'après le principe du produit, que l'on a bien utilisé au cours de nos exemples, le nombre de permutations possibles est alors de n factoriel. Si vous avez n objets, il vous suffit de multiplier tous les entiers de 1 à n pour connaître le nombre de permutations que vous pourrez faire entre ces objets. Néanmoins, il y a une condition importante pour que tout cela soit vrai. Il faut que vos n objets soient à la base distincts. Aucun objet ne doit être identique au n-1 autre. Et dans tous les exemples que nous avons vus, c'était le cas. Chaque livre était identifiable et différent des autres. Chacune des 4 lettres était unique. Et par exemple, si nous avions eu 2b, le nombre de permutations aurait été modifié. Donc c'est un point essentiel. Si vous avez n objets distincts, vous aurez n factoriel permutations possibles. Et là, vous vous demandez certainement, mais si nos n objets ne sont pas distincts, s'il y a des doublons, voire même des triplés ou autres, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, pour cela, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà les amis pour cette première vidéo d'analyse combinatoire qui traitait donc des permutations entre objets distincts. J'espère que vous avez bien compris le principe du produit qui est capital quand on essaie de répondre à ce genre de questions et aussi que les exemples étaient assez clairs.
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.